Bonjour à tous, nous sommes le mardi 19 mai et nous allons débuter le journal en parlant de Bruno Genesio. Bruno Genesio qui est aujourd'hui à la croisée des chemins, on l'avait déjà évoqué, mais l'Olympique de Marseille lorgne sur lui. Il est dans une situation où on peut se demander de quoi va être fait son avenir et ça va être notre interrogation. Je vais surtout vous donner mon avis. On parlera ensuite d'Ousmane Dembélé et de sa situation médicale. On parlera tout de même un petit peu de match de football avec celui d'Arsenal face à Burnley. On évoquera la liste du Brésil avec comme cœur le sujet bien évidemment Neymar et enfin on terminera avec Barco, son avenir qui s'écrira loin de Strasbourg. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Le LOSC ou l'OM à la place de Bruno Genesio, quel club choisisseriez-vous? Avant de vous donner mon avis, petit rappel de la situation. Aujourd'hui, Bruno Genesio est en fin de contrat du côté de Lille. La tendance est à un départ, mais on peut encore le voir prolonger. L'OM a néanmoins échangé avec lui et serait intéressé par le technicien lillois. Bruno Genesio, sur le papier, c'est assez invraisemblable sa situation parce qu'il est sur le podium de Ligue 1. Il a qualifié le LOSC pour la Champions League. On peut se dire qu'il a accompli absolument tous les objectifs, mais Olivier Létang ne serait pas extrêmement chaud à l'idée de le prolonger et aujourd'hui tu te retrouves avec une sorte de statu quo. Il faut avoir en tête que cette saison on a quand même eu des des mouvements, du remue-ménage du côté du LOSC. Il y a même eu une période où il y avait quelques bruits de couloir qui disaient que Bruno Genesio pouvait être en danger. Tu te retrouves donc dans cette situation. Honnêtement, moi, si j'ai la possibilité, à la place de Bruno Genesio, de continuer au LOSC plutôt qu'à l'Olympique de Marseille, je le fais matin, midi et soir. Alors oui, historiquement, l'Olympique de Marseille est un plus grand club, c'est absolument incontestable, mais l'historique d'un club, sa stature de grand club, c'est un peigne pour les chauves, ça ne sert pas à grand chose, il faut voir la situation actuelle. Et actuellement, il y a un club qui est en Ligue des Champions, il y en a un qui ne l'est pas. Ça va avoir des conséquences directes sur le budget mercato du LOSC, sur le budget mercato de l'Olympique de Marseille, et en plus de ça, paradoxalement, même si tu auras peut-être plus de moyens du côté de Lille, tu auras sûrement plus de pression à Marseille parce qu'on sait qu'on attend un homme fort pour redresser le club et que si Bruno Genesio arrive, il va avoir une pression absolument monumentale sur ses épaules. Donc de mon côté, je choisirais matin, midi et soir Lille, j'insiste là-dessus. Mais si les Lillois ne veulent pas garder Bruno Genesio, quelle autre destination? On peut avoir des fantasmes sur une destination à l'étranger pour Bruno Genesio. Après tout, à part son aventure assez courte en Chine, il n'a jamais entraîné en dehors de l'Hexagone. Mais là, il y a une grande limite, une limite qu'on est beaucoup à connaître en France, c'est le niveau d'anglais de Bruno Genesio, qui n'est pas décrit comme étant exceptionnel et qui pourrait vraiment le freiner à l'idée d'aller en Première Ligue, ou du moins freiner les clubs de Première Ligue qui pourraient le recruter. Donc il y a un vrai point d'interrogation sur l'avenir de Bruno Genesio. Je suis curieux de voir ce que ça va donner parce que Genesio c'est quand même dans les top entraîneurs français à mon goût. Il a prouvé ces dernières années qu'il était capable d'entraîner des clubs européens. Il connaît parfaitement la Ligue 1. Ce serait évidemment un très bon choix pour Marseille, mais à la place du coach, j'irai pas forcément là-bas. Amputation prévue pour Ousmane Dembélé. Non, évidemment, je plaisante. Ousmane Dembélé va très bien. Enfin, très bien, j'exagère. Mais la blessure est pas aussi grave que ce qu'on pouvait redouter. Le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel qui parle de gêne musculaire. La presse annonce qu'il n'y a pas de lésion ou de blessure plus grave que ça. Et on va même évoquer dans le communiqué du Paris Saint-Germain le fait qu'il a été sorti davantage par prudence, par précaution que parce qu'il ne pouvait pas continuer la rencontre. Tout ça va dans le sens de nouvelles relativement rassurante pour Ousmane Dembélé et sa présence pour la finale de la Ligue des Champions. Alors j'aimerais donner mon avis sur un point qui fait un petit peu polémique, c'est la présence de Dembélé lors de ce match face au Paris FC et beaucoup de supporters du PSG sont arrivés en mode inspecteur des travaux finis en disant que Luis Enrique n'aurait pas dû titulariser Dembélé, qu'il aurait fallu le préserver jusqu'à la finale parce que c'est un joueur fragile et honnêtement si vous pensez ça, vous connaissez rien au football, je suis désolé de vous le dire. Alors oui, sur le papier bien évidemment ce serait génial de pouvoir garder des joueurs importants dans un frigo jusqu'au match clé. Mais petit 1, il y a une gestion émotionnelle, psychologique, humaine des joueurs de foot. Et un joueur comme Dembélé, quand il est apte, il veut jouer, il veut disputer des matchs de foot, bien évidemment.
Ensuite, un joueur a besoin d'enchaîner, c'est le deuxième point. Alors oui, Ousmane Dembélé a une capacité à très bien revenir de ses blessures, c'est assez spectaculaire, il n'a pas forcément besoin de beaucoup de minutes de jeu pour faire parler son talent footballistique, reste qu'un joueur et jamais aussi performant que quand il a l'occasion d'être bien incorporé au cours des matchs, quand il a l'occasion d'enchaîner avec ses coéquipiers. Tu construis pas une équipe avec des joueurs que tu sors du frigo juste au moment clé. Et enfin, Dembélé, il est très loin d'être sursollicité. Si on regarde ses minutes de jeu, il a été utilisé plutôt prudemment dernièrement par Luis Enrique. Il y a eu le Paris FC, mais auparavant, il était sorti plus tôt à Lorient. Il n'était pas titulaire à Brest. Il était sorti également plus tôt face au Bayern de Munich. Donc Ousmane Dembélé qui se blesse, c'est quelque chose qui n'était pas franchement anticipable. On peut évidemment dire qu'il y avait des risques, mais à chaque fois qu'un joueur de foot met les pieds sur un terrain, il y a un risque, ça fait partie du métier. Un pas de plus pour les Gunners vers le titre, et là j'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'à votre sens, Gyökeres doit être titulaire la saison prochaine? Ça fait 1-0 face à Burnley et je vous explique d'où me vient mon interrogation. Vous le voyez sur les compositions alignées, c'était Kai Havertz qui était titulaire et d'ailleurs buteur. L'Allemand a beaucoup été blessé cette saison, mais j'ai l'impression que dès qu'il a été assez apte physiquement, il a challengé le Suédois. Bon, il n'a pas tellement pu enchaîner vu qu'il était beaucoup absent, mais à mon sens c'est un vrai sujet sur l'avenir. Ce match le rappelle, même si l'international allemand a failli se prendre un carton autrement plus préjudiciable que ce qu'il a pris au cours de la rencontre. C'est donc un bon match d'Havertz, ça n'a pas été le seul. Saka est en train de revenir à son meilleur niveau et je trouve que c'est vraiment important parce que Arsenal est décrit dernièrement comme une équipe solide, c'est absolument incontestable, mais qui se procure pas beaucoup d'occasions, qui a pas forcément beaucoup de buts à chaque rencontre et ce 1-0 vient le rappeler. Oui, mais un Saka en pleine forme, c'est un joueur qui est capable de provoquer du déséquilibre, de créer des occasions. Cette rencontre l'a rappelé. J'ai également beaucoup aimé Declan Rice au milieu de terrain. Un jeu qui a été sans fioriture, mais toujours une assurance solidité. Et l'assurance solidité, tu peux l'avoir globalement pour Arsenal. Les stats de la rencontre vous montrent que Burnley est pas venu faire figuration. Ce serait un petit peu sévère de dire ça, mais en tout cas, la défense des Gunners marche toujours aussi bien. Je pense que c'est ça qui va leur donner la première ligue. C'est une équipe qui est redoutable. Le PSG va devoir se méfier en finale de Champions League. Neymar est donc convoqué avec le Brésil pour participer à la Coupe du Monde 2026. Carlo Ancelotti l'a fait figurer dans sa liste et honnêtement, pour El Mister, je considère que c'est un coup politique brillant à la Littlefinger dans Game of Thrones parce qu'il s'enlève une épine monumentale du pied. Il faut se rendre compte de ce qu'est Neymar du côté du Brésil. C'est un monstre, c'est un monument, c'est une légende vivante et bien évidemment, il y avait énormément de suspense autour de sa présence et une pression populaire qui est absolument monumentale. Carlo Ancelotti le sait mieux que personne et en fait pour la Coupe du Monde t'appelles 26 joueurs. 26 joueurs ça te permet quand même d'avoir une liste élargie et ça te permet d'appeler des joueurs dont tu sais que tu vas pas forcément avoir besoin. Quand t'appelles Neymar et que tu t'appelles Carlo Ancelotti, tu t'achètes la paix sociale. Il faut comprendre ça parce que Neymar il a beau être dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, il a beau être très régulièrement blessé, t'auras toujours des millions de gens qui iront dire, si tu perds avec le Brésil et que t'as pas Neymar, avec Neymar, ça se serait passé différemment. Là, Carlo Ancelotti, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler Neymar, il dit qu'il va devoir prouver qu'il mérite sa place. Au final, il y a des chances que Neymar, au bout de 2 entraînements ou un petit match de Coupe du Monde, il se pète. Il n'aura donc plus de sujet Neymar à gérer. Et le fait d'avoir 25 joueurs opérationnels plutôt que 26, ça lui sera même pas préjudiciable. Sur le reste de la liste, on peut saluer le pari gagnant d'Hendrick avec son prêt du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est sans nul doute ça qui a pas mal contribué à sa présence méritée à mon sens. Et il y en a un qui peut s'attrister, par contre, c'est João Pedro, l'attaquant de Chelsea, qui fait une saison qui est intéressante, mais pas suffisamment aux yeux de Carlo Ancelotti pour passer devant la concurrence. C'est le grand absent, le grand perdant de cette liste. Terminé pour Barco du côté de Strasbourg, le joueur l'annonce lui-même, l'aventure se termine, il va partir du club après 1 saison et demie dans un post Instagram où il remercie les supporters et où il dit qu'il a passé un bon moment du côté de ce club. Alors évidemment il n'y a pas trop de suspense sur la destination, on sait qu'il y a une ligne express, la ligne Bluco entre Strasbourg et Chelsea et on peut imaginer que le milieu de terrain va prendre la direction de la Première Ligue pour l'autre club propriété de Bluco.
Et là, je suis très curieux de voir les montants qui vont être évoqués, parce qu'en fait, Barco, c'est un joueur qui est très fortement valorisé. Il est estimé à 35 millions sur Transfermarkt, mais seulement 21 ans, encore pas mal d'années de contrat, international argentin. À mon sens, c'est un joueur qui, dans le cadre d'un transfert classique, pourrait partir pour bien plus que ça, 40, 50, peut-être même 60 millions d'euros, soyons fous. J'abuse un peu avec ce dernier montant, mais en tout cas bien plus qu'une trentaine de millions d'euros. C'est un joueur qui cette saison a de toute façon surclassé l'intégralité de la Ligue 1 à son poste. Physiquement, il colle parfaitement à ce que t'attends d'un milieu de terrain, un bon volume de jeu, une capacité à décaler. Techniquement, il distribue parfaitement le jeu en meneur de jeu reculé, et si tu le projettes à Chelsea, il apporterait beaucoup. Son volume serait utile, parfaitement compatible avec la Première Ligue bien évidemment. Il pourrait même donner à l'équipe une petite patte de créativité qui sert à créer l'identité d'une équipe, et je pense que sous Xabi Alonso qui débarque sur le banc de Chelsea, j'en ai fait une vidéo hier, ça pourrait être super intéressant. Donc franchement, un transfert que je vois d'un bon oeil, mais je suis curieux de voir les montants. C'est toujours la même chose et le même bordel avec la multipropriété de clubs. On sait que Bluco utilise Strasbourg pour faire de la post-formation. On sait que derrière, si le joueur explose, il va être recruté par Chelsea. Ça change pas la situation de n'importe quel club de Ligue 1 qui de toute façon doit vendre ses joueurs dès qu'ils explosent, parce qu'ils marchent sur ce business model de vente de joueurs. Mais bon, quand c'est le vendeur et l'acheteur qui négocient et qui sont la même personne, même s'il y a des garde-fous, c'est quand même un délire, quoi, hein. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, on va parler de l'entraîneur chauve le plus talentueux de sa génération. Non, je ne parle pas de Zidane. Non, je ne parle pas de Pascal Duprat. Je parle de celui qui a honteusement copié le patronyme de Pep Genesio. Je parle du second Pep, l'éternel rival, celui qui vit dans l'ombre de Bruno Genesio, mais qui a réussi à faire 2-3 trucs pas trop mal au cours de cette carrière qui est la sienne, et qui devrait voir sa carrière évoluer, puisque ce serait la fin de son aventure du côté de Manchester City. Oh mon dieu, bah c'est bon, j'ai vendu la mèche, comme si vous l'aviez pas déjà deviné. Donc évidemment on parlera de Guardiola, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h, qui fait bien votre journée, salut.